Voilà, alors bonjour à tous, hein, c'est essentiellement des amis, des connaissances. Là, je suis chargé de faire le modérateur, hein, euh, par mon camarade ici. Et alors voilà ce qu'on a convenu un petit peu, c'est de, après une brève présentation de chacun d'entre nous, on va développer chacun un aspect du sujet qui sera différent, mais en un quart d'heure maximum pour chacun. Et ensuite, on lancera le débat. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, pour l'instant, vous attendez qu'on ait chacun donc développé notre point de vue pour avoir un substrat de discussion. Alors, présentation. Georges Giraud, qui est enseignant en lettres classiques. Alors, ce n'est pas la première fois que tu participes à un débat comme celui-ci. Alors, dis-nous un petit peu ton activité dans le cadre de la défense de la langue française. C'est un bien grand mot. Moi, j'ai 65 ans, je suis retraité de l'éducation nationale depuis 10 ans. Ce qu'on appelle lettres classiques, si vous avez connu François Bayrou, c'est quelqu'un qui a fait un peu de français, de latin et de grec. Ça s'oppose à lettres modernes. Je n'étais pas un très bon professeur, j'étais au collège ou au lycée. Et j'ai passé, donc quelques 35 ans dans l'éducation nationale, donc avec les problèmes que vous connaissez tous, Dominique ou Madame, ou toi. Et voilà, donc j'ai l'expérience de quelqu'un de très moyen, qui est d'origine modeste, qui est né en Algérie, et que l'école a tiré, au sens d'Alain Finkielkraut, que l'école a tiré par son exotisme et son sérieux vers autre chose que son nombril. C'est-à-dire que j'ai connu l'école du temps où elle apprenait quelque chose. Et ce quelque chose n'était pas la famille, et nous amenait à une vision critique de la vie. Donc, prof de lettres classiques, ça veut surtout dire, en ce qui me concerne, que j'étais grammairien, parce que c'est une galaxie, le français, le latin et le grec, ça ne se finit jamais comme la philosophie. Donc moi, ma spécialité, ça serait plutôt par défaut la grammaire et la linguistique, plutôt que la littérature. Et d'autre part, j'ai un peu vécu à l'étranger, j'étais professeur coopérant, je parle diverses langues, pas très bien, anglais, portugais, un peu d'allemand. Et j'ai été amené avec l'âge et puis avec mes problèmes d'éducation nationale qui m'ont rendu très libre, parce qu'on m'a très vite mis sur la touche, à m'interroger sur d'autres choses. Je suis pratiquement libre depuis 2003, d'autres choses que mon métier et la langue française. Donc, je me suis un peu tourné vers les langues modernes. Et puis, je m'intéresse, bien sûr, à ma langue, avec le vieillissement et l'âge, qui ne me donnent pas toujours la sagesse. J'ai parfois changé d'avis, parfois essayé de réfléchir sur certains problèmes. Les Français sont très divisés sur la notion de langue, d'orthographe, etc. Il y a une plaisanterie de Claude Allègre que j'aime beaucoup, il disait il y a une vingtaine d'années, la France est une république laïque de 60 millions de ministres de l'éducation nationale. Nous ne sommes d'accord sur rien, même Claude et moi. Donc j'espère que le débat sera vite lancé. On dit pompeusement que je vais faire un historique de la langue française depuis 2000 ans. C'est évidemment absolument dingue, parce que je ne saurais pas le faire. Et on serait, si c'était le cas, là, toujours dans 3 jours. Donc on va un tout petit peu discuter. Voilà. Bon, alors donc pour ma part, pour me présenter, alors il y en a quelques-uns d'entre vous qui me connaissent. Moi, je me présente essentiellement comme auteur-déclamateur, donc par opposition au grammairien, donc qui est à mes côtés là. Alors, auteur de poésie épique, de romans. Bon, j'ai abordé différents genres, même le théâtre. Alors c'est important parce que justement, à chaque registre correspond un type de déclamation précise. Alors je pourrais vous parler de la déclamation de la prose dans le cas du roman, de la poésie, mais je ne pourrais pas vous parler du théâtre parce que là je n'ai aucune expérience de déclamation dans ce domaine. Alors je suis édité essentiellement sur Internet et je suis membre du cercle Amélie Murat. Alors, moi je me présente essentiellement comme un praticien de l'écriture et de la déclamation, et je vous livrerai donc mon expérience dans ce domaine. Et j'essaye également d'avoir une place d'observateur, de spectateur, et je me suis intéressé à l'écriture et à la déclamation de mes confrères. Hein, c'est normal, il ne faut pas rester dans sa propre bulle. Et j'ai essayé d'analyser un peu la déclamation telle qu'elle se pratiquait, par exemple sur un site tel que littératuraudio.com, où vous pouvez trouver des livres de Stendhal, Balzac, etc., qui vous voulez, sous forme orale, déclamatoires. Alors, ça permet de voir quelles sont les tendances actuelles de la déclamation. Parce que ces gens-là, à mon avis, ne se posent pas tellement
problèmes théoriques dans leur déclamation. Ils déclament de manière relativement intuitive, sauf pour la poésie classique, où là, évidemment, ils ont l'obligation de suivre des règles qu'ils connaissent. Je te coupe, tu connais cette émission qui passe à 1h, 2h du matin, d'une jeune et élégante dame qui lit du Balzac, ça doit être sur la 8 à peu près, c'est 8. Est-ce que tu prends ça comme une déclaration? Elle vous lit la Chartreuse de Parme. J'écoute aussi, alors sur France Musique, on a des exemples de déclamation, quand ils ne font pas de la politique, parce que c'est 90% de la politique, mais enfin, je ne vais pas aborder le sujet. Donc là aussi, ça permet de voir comment évolue la déclamation aujourd'hui. Alors, à la fin du débat, on reviendra donc sur le sujet, on essaiera de voir, ou peut-être qu'on parlera d'autre chose, mais on pourrait essayer de considérer quelles sont les qualités et les défauts de la langue française relativement à son aspect scriptural et aussi à son aspect oral. Hein. C'est ce que je vous propose, mais peut-être que la conversation s'engagera sur un autre sujet, et peut-être qu'on ne le fera pas. Si nous abordons ce sujet, je vous lirai un petit fragment de Voltaire qui est assez instructif de ce point de vue-là. Sur le sujet de la langue française et de la langue italienne. Sur le sujet justement des qualités et des défauts de la langue française. Alors, on va développer pendant 10 minutes, un quart d'heure, chacun un thème. Alors, je vais commencer par mon thème, hein, puisque j'ai la parole. Alors, mon thème, eh bien, c'est un thème qui n'est pas très porteur aujourd'hui, donc c'est la recherche de l'euphonie. Alors, l'euphonie, ça vient du grec, donc c'est bien, éphoné, c'est la voix. Donc, moi, je le définirais tout simplement, c'est ce qui est agréable à l'oreille, et j'ajouterais agréable aussi à l'esprit, parce que quand on a un texte qui est sous la forme scripturale, évidemment, l'aspect intellectuel n'est pas absent. Voilà, alors je verrai consécutivement les problèmes qui sont posés par la déclamation et que j'ai rencontrés, que j'ai découvert lorsque j'ai fait de la déclamation, parce que je suis resté très longtemps en considérant qu'il n'y avait que l'aspect scriptural qui importait, mais je réalisais en fait en moi-même une lecture intérieure orale du texte. C'est la raison pour laquelle l'euphonie m'intéressait, même si je considérais que le support écrit était la référence. Alors, si vous voulez, on va se livrer à une petite expérience, hein, si quelqu'un du public veut s'y livrer. Je vous propose une phrase qui est en 2 versions, et vous me direz laquelle vous préférez. Alors, la première version. La vie humaine passe tel un fleuve violent, nous entraînant dans son flot éternel. Alors, 2e version maintenant. La vie des humains, comme un fleuve agité, s'écoule en son flot perpétuel. Bon, alors ça vous dit quelque chose, la comparaison des deux? Bon, on va peut-être prendre quelqu'un d'autre. C'est un peu rapide, mais on va recommencer. Hein. Un peu plus large. Première version. La vie humaine passe tel un fleuve violent, nous entraînons dans son flot éternel. 2e version. La vie des humains, comme un fleuve agité, s'écoule en son flot perpétuel. C'est de la prose, alors je vais vous le relire. Hein. Donc, première version, la vie humaine passe tel un fleuve violent, nous entraînant dans son flot éternel. 2e version, la vie des humains, comme un fleuve agité, s'écoule en son flot perpétuel. Alors, tout dépend de la manière dont on lit ces versions. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quelle différence vous voyez entre les 2 versions? La première semble plus simple, moins articulée que la deuxième. La première est plus éphonique, alors, elle est plus harmonieuse. Tout dépend de l'auditoire auquel on s'adresse. Je veux dire que ce qui fait la différence entre les deux, c'est le public. S'il y en a un qui s'adresse à des gens qui ont envie de formuler, ou s'il y en a un autre qui au contraire a besoin d'une vérité brute de décoffrage. Alors, laquelle vous paraît le plus brute de décoffrage? La première. La première. Alors, moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ça signifie que l'euphonie est une notion très subjective. C'est la raison pour laquelle l'euphonie n'est pas étudiée par les linguistes, ni par les grammairiens. Pourquoi? Parce que c'est subjectif. Les linguistes, ce qui les intéresse, ce sont des données objectives sur la langue. Mais qui va décider qu'une rencontre de consonnes ou de voyelles est euphonique?
c'est d'une part l'auteur qui peut le décider, et d'autre part l'auditeur. Hein. Et ce n'est pas ni le grammairien ni le linguiste hein, qui, eux, donc, formulent uniquement alors pour l'un des prescriptions, hein, et pour l'autre une consignation de la réalité phonique. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux phrases? Eh bien, dans la première phrase, vous avez un certain nombre de E caducs, c'est ce qu'on appelait autrefois le muet. Alors là, mon collègue ne sera pas tout à fait d'accord, mais il ne faut absolument pas dire E muet, ça c'était il y a 30 ans, hein, on parlait de E muet. Pourquoi? Parce que ces E se prononcent presque toujours. Hein. Donc on doit, voilà, ils ne sont pas du tout muets. Hein. Alors, dans certains cas, ils ne se prononcent pas, mais on va préciser dans quel cas. Alors, dans la première phrase, vous avez au moins 5 ou 6 E caducs. Vous avez des rencontres de voyelles, vous avez des enchaînements consonantiques. Les enchaînements consonantiques, c'est lorsque vous avez une voyelle à la fin d'un premier mot, et une consonne à la fin d'un premier mot, et une consonne au début du mot suivant. Et vous avez aussi des hiatus, dans ce cas-là, l'enchaînement voyelle-voyelle. Dans la deuxième phrase, eh bien, vous avez des enchaînements consonne-voyelle ou voyelle-consonne qui se font grâce essentiellement à des élisions. Vous avez donc une série d'élisions dans la deuxième phrase qui évite les rencontres consonantiques. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, ça peut être peut-être un peu petit, mais on va pouvoir le voir. Donc, quand vous avez la vie humaine, ici, c'est un hiatus. Ensuite, là. À cause du H aspiré, tu veux dire? Il n'y a pas de H aspiré, justement. S'il y avait un H aspiré, il n'y aurait pas de hiatus. Et qu'est-ce qui te choque dans la vie humaine, dans le muet, sur la vie humaine? Eh bien, c'est un hiatus. Il y a un hiatus, et il y a trois E caducs. Et tout dépend comment c'est vu, parce qu'il y a des personnes qui vont les prononcer, d'autres qui ne vont pas les prononcer. Et ce qui se produit, c'est qu'à la déclamation, intuitivement, les déclamateurs vont prononcer ou non ces E caducs de manière à éviter qu'il y en ait trop. Et ça, c'est une opération mentale qu'ils vont faire de manière intuitive, quand ils vont lire de la prose. C'est-à-dire, si vous dites par exemple une toute petite chose, si vous prononcez tous les E caducs, une toute petite chose, ça ne peut pas passer. Donc, que va faire le déclamateur? Il va en prononcer un, peut-être une toute petite chose, ou peut-être qu'il va prononcer celui d'après, ça peut être le hasard. Mais la contrepartie... Si on est à Marseille, il se fera un plaisir de le prononcer. Alors, la contrepartie, si on supprime ces caducs, on élimine un problème, mais on va augmenter le nombre d'enchaînements consonantiques. C'est-à-dire on va avoir une langue plus rude. Voilà. Mais actuellement, la plupart des gens préfèrent une langue plus rude. Ça, c'est une question de civilisation. Alors, au XVIe siècle, il y avait donc des grammairiens, des lettrés, qui essayaient de démontrer, parce que chaque langue essayait de montrer ses qualités, des grammairiens qui essayaient de nous dire, mais voyez, le français est une langue bien meilleure que les autres langues européennes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une langue qui est beaucoup plus coulante, beaucoup plus fluide. Hein? Voilà, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, parce que c'est considéré comme une qualité. Maintenant, plus la langue est rugueuse, plus on considère que c'est bien. Et ça, c'est quelque chose qui est entré dans les mentalités. Alors, je ne suis pas étonné qu'il y ait un certain nombre de personnes qui préfèrent une version qui soit bourrée de cacophonie et de hiatus. Hein? Alors, c'est Rimbaud qui a commencé dans un poème qui s'appelle Le Dormeur Nudal, que vous connaissez tous, où il dit il a deux trous rouges. Alors, rouge, vous voyez que c'est quasiment imprononçable, il le fait exprès. Hein? Voilà. Donc, personnellement, j'ai développé la poésie dans le sens de l'euphonie, mais je ne vais pas trop vous en parler, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet, c'est-à-dire ça consiste à éliminer les cacophonies, les hiatus, et utiliser les E caducs avec parcimonie. Alors, ici, vous avez un exemple de cacophonie, hein, ça vient du grec kakos, phonie. Fleuve violente. Alors, et là, c'est une palato-labiale, ça passe difficilement. Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on pourrait à ce propos clarifier la notion d'allitération? Alors, oui.
soit C'est une question de jugement. Entre Probablement l'allitération qui est considérée comme positive et puis la cacophonie qui est considérée comme négative, c'est une question subjective. Évidemment. on pourrait faire l'allitération, un fleuve violent, c'est le allitération. Mais vous aurez quand même les deux V, les deux On le. aurait quand même les deux V, mais on atténuerait l'effet avec l'allitération. Alors, maintenant, il y a un cas qui est très intéressant, c'est flotte éternelle, parce que là, quand vous avez un cas comme ça, c'est un exemple de mot. Ça n'est pas très beau en 2018, Alors, flotte éternelle. Et sinon, c'est ton ça, hiatus. La liaison accroche, le flot éternel. c'est un cas qui est vicieux, si on peut dire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils ont raison, ils ne vont pas faire la liaison. Hein, parce que si vous faites la liaison, vous avez une cacophonie. Voilà. Mais en poésie, vous seriez dans l'obligation de la faire. Mais enfin bon, en poésie classique. À cause du hiatus, on ne va pas dire flow. Ben, On dira flow et on va être obligé de faire le hiatus et de compter 12. Enfin, s'il y a 12 en ou principe, 8. on est obligé de faire la liaison, mais enfin bon, En poésie Bah oui. poésie, classique, oui. Parce que quand vous avez flotte éternelle, alors vous avez deux possibilités. Si vous dites flot éternel, vous faites un hiatus. Et si vous dites flotte éternelle, vous faites une cacophonie. Donc vous n'avez aucun moyen de en sortir. On est dans un cercle vicieux. Surtout qu'on pense à Voilà. flotter, ce qui n'est pas très heureux. Alors, je vais pas. J'en suis où là? J'ai peut-être passé 10 minutes, je vais peut-être pas. Non, non, passer, mais roule. trop. Alors, Ton modérateur te le permet. ça signifie ceci au total qu'en français, ben, c'est une langue où il y a un grand nombre d'ambiguïtés et d'imprécisions. Et moi, en tant qu'auteur, ça me gêne beaucoup parce qu'en tant qu'auteur, ce que je voudrais, c'est traduire au déclamateur exactement, je voudrais qu'il déclame exactement, moi, comme je le veux. C'est-à-dire qu'il fasse les liaisons là où je le veux ou qu'il ne les fasse pas là où je juge qu'elles ne sont pas propices, qu'il dise les muets là où je trouve que c'est bien de les faire, etc. Et en tant que romancier, c'est la même chose. Je voudrais que le lecteur, aussi, le déclamateur éventuellement, exprime bien le texte selon le registre de langage que j'aurais choisi. Vous avez différents personnages dans un texte. Si vous faites parler un paysan du début du siècle, ou quelqu'un qui vient des banlieues, ou quelqu'un qui, ou un académicien, vous ne serez pas dans le même registre de langage. Alors, on a quelques signes pour le représenter. C'est que quand on a un langage un petit peu plus vulgaire, le langage plus vulgaire, il se caractérise justement par l'apocope des E caducs. Quand vous supprimez les E caducs, que vous avez une langue plus rude, parce que vous avez des enchaînements consonantiques, eh bien, c'est considéré comme un langage qui est celui d'un langage un peu paysan, un peu rudimentaire. Ben, quand Voilà. je dis, moi, la vie humaine, je suis vulgaire, voilà ce qu'il veut dire. Dans des exemples, Même. c'est vulgaire. Par exemple, dans les chansons qui sont populaires, eh bien, on enlève les E caducs et on les remplace par les apostrophes. Quand vous avez un texte qui est beaucoup plus noble, eh bien, dans ce cas-là, vous prononcez beaucoup plus les E caducs, comme en poésie classique, où c'est obligatoire de prononcer tous les E caducs. Alors, quelques statistiques, parce que, comme je vous ai dit, je me suis intéressé à la déclamation de mes confrères, hein, alors, mais aussi mes confrères du Cercle Amélie Murat, mais au Cercle Amélie Murat, on a de très bons déclamateurs, je pense, hein, puisqu'on a l'expérience. Et aussi donc sur France Culture, sur Internet, donc les lectures de romans. Alors, il y a les E caducs, il peut se trouver avant un arrêt temporel ou au contraire à l'intérieur d'un syntagme. Et c'est complètement différent. Quelques statistiques. Parmi les E intrasyntagmatiques, vous en avez dans une prose quand même d'un certain niveau, c'est-à-dire dans un roman qui est lu, vous en avez 45% qui sont prononcés et 55% qui sont apocopés. Dans le langage courant, là, je n'ai pas de statistiques. Je pense qu'il y en a un peu plus qui seraient apocopés, mais ils seraient loin d'être tous apocopés. Mais tu n'as pas de statistiques sur un langage courant qui écrase largement le langage de la littérature. Oui, là, je n'ai pas de statistiques. Moi, je m'occupe que du langage littéraire. Hein, c'est déjà ça. Voilà. On y arrive. Alors maintenant, Ça fait partie du génie français. là,
j'ai pas trop sondé mes enregistrements dans ce sens-là, mais les gens ne sont pas d'accord parce que certains considèrent que l'accent tonique, il y en a très très peu en français, mais ils voient des accents, ils s'appellent des accents de groupe, et qui se situent, par exemple, si c'est en poésie, bien à la fin de l'hémistiche. Alors, je vais terminer maintenant. J'ai imaginé une écriture phonétique. Alors, les écritures phonétiques, il y en a des quantités. En général, ces écritures phonétiques sont extrêmement rigoureuses. Notre orthographe n'est pas rigoureuse, mais les écritures phonétiques sont rigoureuses. Comme par exemple, eh bien, vous avez l'alphabet phonétique international, qui contient, je crois, plus d'une centaine de signes. Vous avez le code SAMPA qui est utilisé pour le français. Alors, ces codes sont intéressants, mais ils ont des inconvénients. C'est que si on n'a pas appris ces codes, on peut difficilement les lire. C'est comme la sténo, c'est pareil, mais il faut quand même l'avoir appris. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que moi, j'écrirai pour me faire comprendre d'un déclamateur. Alors, comment je le présente ? Eh bien, je le présente en quelque sorte comme de la didascalie, c'est une sorte de didascalie écrite. Si j'écris des pommes et des poires comme ça veut dire que dans ce cas-là, là je fais une faute énorme, parce que si je dis des pommes et des poires... Dis-moi comment tu écris. Des pommes et des poires, voilà. Parce que là, normalement, je n'ai pas le droit de faire une illusion, parce qu'il y a un S, c'est un pluriel. Si je veux un langage vulgaire, j'écrirai ça. Si je veux que le déclamateur fasse apparaître la lettre de liaison, eh bien je l'écrirai pour mon déclamateur dans le cadre de la didascalie. Donc je l'écrirai avec un Z qui est bien apparent. Et là, il sera obligé de le prononcer. On ne va pas faire autrement que de le prononcer. Je vais l'obliger à prononcer correctement. Voilà l'intérêt de ce genre de didascalie. Mais Claude, tu ne vas pas écrire comme compositeur et comme auteur en langage alphabétique, ni appli, ni boursier, ni rien. Mais ça, c'est du petit... c'est l'utilité pour... C'est une didascalie phonétique. Si je veux que la personne prononce le caduc, parce que là, on peut prononcer ou pas le caduc, je peux dire des pommes et des poires. J'aurais prononcé la lettre de liaison, mais pas le E caduc, mais je peux dire des pommes et des poires, ce qui est beaucoup plus fluide. Et dans ce cas-là, je peux déporter. On va dire pommes et, en glissant sur le E. Oui. Alors, dans ce cas-là, je vais représenter le E pour obliger donc le déclamateur à prononcer correctement comme je le voudrais et à prononcer correctement comme on doit prononcer la poésie. Voilà. Alors, là, je fais de la déclamation avec une collègue du cercle Ami-Moi. Je ne l'ai pas présenté comme ça, mais... Et c'est une bonne collègue, elle je redoute de lui présenter ça. Hein. C'est purement théorique, je vous le dis. Tu devrais essayer sur Josiane. J'ai peur du résultat. Alors vas-y, développe ton thème, et je te donne un quart d'heure, 1 minute peut-être de plus, et encore... Alors, il y a énormément de E caducs en français. Quand vous lisez de la poésie française, 50% de la poésie, tu le sais mieux que moi, ce sont des rimes féminines ou des rimes masculines. Ça change quand même beaucoup de choses. Effectivement, ces voyelles-là qui existaient en latin, qui existent dans la romania, c'est-à-dire l'espagnol, l'italien, etc., ce sont de vraies voyelles, des A, des O, des I. J'ai eu le tort de ne pas nous parler de la discussion entre Voltaire et puis... Ah non, mais ça va être à la fin, si on a le temps, on verra. Pour un Italien, notre langue est sèche et sans âme, et pour un Français, c'est plein de A, de O, de O. Il est là le génie du français, dans ce E muet ou caduc. C'est ce que dit le Voltaire. problème, c'est que ça va rebondir sur d'autres discussions. Moi, je prétends qu'on ne le prononce pas beaucoup, surtout dans la vie réelle. Dans le métro de Lyon ou de Paris ou de Marseille tous les jours, tu n'as pas que des littéraires ou des déclamateurs. Si la langue est quelque chose qui est destiné à arriver dans un musée ou dans un très beau recueil de poésie, on a cité Rimbaud tout à l'heure, ou si c'est quelque chose d'utilitaire, je sais que le mot est peut-être ordinaire et très laid, mais il y a des millions de francophones, et on va vers 700 millions de francophones vers 2070, notamment en Asie et en Afrique, ils ne parleront pas tous comme Baudelaire. Il va arriver au français ce qui est arrivé à l'anglais, c'est-à-dire qu'il y aura une espèce de globish français, c'est ce qu'il faut souhaiter à notre langue. Bon. Donc il y a des niveaux de langue, comme quand vous dites vite ou rapidement, qui ont exactement le même sens, mais dans votre église, si vous voulez être entendu, vous direz rapidement.
Et si vous voulez écrire une épopée avec Claude, vous direz qu'il y a péril. Et si vous parlez du code de la route ou si vous êtes en danger immédiat dans le métro, vous direz attention, il y a danger, c'est dangereux. Vous ne direz pas périlleux. Ça veut dire exactement la même chose. Il y a une question de niveau de langage et puis de beauté du langage. Et là, on n'est pas d'accord, parce qu'à quoi sert la langue? Est-ce qu'elle sert à être belle ou est-ce qu'elle sert tout court, S-E-R-T? Les deux, elle a plusieurs fonctions. Alors, à cause de l'école et à cause de la société démocratique et républicaine et collective, elle doit avoir différentes fonctions, mais les unes prennent le pas sur les autres de temps en temps. Ouais, je pourrais peut-être, parce que l'heure s'avance, vous dire qu'on est d'accord sur quelque chose. Nous avons un gros problème en français, qui est, on vient de parler de cette différence entre la langue de haut niveau et la langue, ce qui existe aussi en arabe, il y a 3 niveaux, la langue de bas niveau, la langue populaire. L'école sert de modèle, bien sûr, de modèle général à la langue, mais il y a des niveaux de langue. Là, on est absolument d'accord, Claude et moi, sur le fait que la langue qui est prononcée, l'oral, est très négligée par les professeurs, très négligée par les formateurs. On n'a pas le temps de parler de l'euphonie. Moi, j'ai eu un excellent professeur agrégé en première, il nous parlait de ces problèmes. Il a 2 trous rouges aux côtés, etc. Un très bon professeur le fait, sans parler forcément de tout ce que tu dis, mais le mot euphonie, un élève de seconde, première, terminale, de mon temps, entendait ce mot-là. Donc, l'école donne un modèle, ne parle pas assez de la langue prononcée, la langue populaire, qui est pourtant d'une grande force. Je vais vous dire une vérité très méchante. On étudie Cicéron et César depuis 2000 ans, comme l'exemple d'un latin magnifique, mais le français que nous parlons, vous et moi, ici, que nous nous chamaillons ou pas, ce sont les soldats de César, qui parlaient très mal, les commerçants qui les suivaient, les prostituées, les valets d'armée, etc. Ce sont ces gens-là, ainsi que des Gaulois qui baragouinaient un très mauvais latin. C'est ce latin rentré par la petite porte de service qui a donné les mots français que nous connaissons, qui ont donné Racine, Marivaux ou Rimbaud. Je prends 2 exemples. Quand Jules César passe à Vichy en 52 avant Jésus-Christ, on en a l'épreuve parce qu'on a retrouvé les tessons, il est passé au niveau du pont de Bellerive et puis de la Rotonde, si vous connaissez Vichy. Eh bien, il écrit évidemment des Bellum qui vilaient, etc., et ses mémoires, mais il dit épouse pour dire cheval, et il dit caput pour dire la tête. C'est le latin qu'on m'a appris, qu'on m'a mis dans le crâne pendant des dizaines d'années, et ces soldats ne parlaient pas comme lui. Et ce sont ces soldats qui ont donné le mot tête, testa, un tesson, ou qui ont donné caballus, qui a donné cheval, puis cheval. Donc, la langue n'est pas si noble que ça, et c'est le peuple qui gagne en général tous ces duels. C'est pour ça que je te ramène vers l'ordinarité du peuple, et puis vers l'utilitarisme de la langue. Donc, nous sommes d'accord sur quelque chose, la langue prononcée n'est pas assez étudiée, on n'a pas assez de linguistes, de phonéticiens, de phonologistes qui étudient et enseignent. On n'a pas le temps, on s'occupe tout le temps des droits de l'homme, de l'amont, l'aval, les crêpes, le 8 mai, etc. On n'a pas le temps dans une école primaire. Et pourtant, c'est là que ça se fixe. Bon. Donc, on n'en parle pas assez, et en même temps, nous avons tous appris par cette chose qui s'appelle l'orthographe à écrire une langue écrite d'origine latine qui tyrannise notre apprentissage. Ça s'appelle l'orthographe. Nous écrivons des milliers de lettres, notamment des consonnes, qui ne servent à rien. Et déjà, du temps des débuts de la Troisième République, vers 1885, il y avait des inspecteurs qui faisaient la remarque suivante: on perd 90% de l'énergie d'un instituteur. J'ai déjà dit ça l'autre jour, c'est du réchauffé pour toi, Dominique. 90% de l'énergie des instituteurs ou des élèves du CP jusqu'au CM2 sont perdus à cette maudite orthographe. Ça n'est pas de moi, ça fait 130 ans que ça a été dit, ça, 133 ans. On perd du temps à apprendre cette satanée orthographe, parce qu'une fois qu'on a démocratisé les lois Grévy et Ferry de 1881, enseignement libre, gratuit et obligatoire, il n'y avait que 2 solutions. Soit il fallait parler comme le peuple, et on baissait le niveau, et nous n'aurions pas le problème aujourd'hui, soit on a dit, en faisant un grand coup de menton à Chirac, tout le monde va monter, et on va apprendre cette excellente langue de Racine, de Marivaux, etc., tout en continuant à étudier le latin, le grec, etc., au peuple. Et c'est ça qui ne marche pas. Là-dessus, vous mettez la réforme à Bic, nous avons tous connu, et ça ne marche pas. L'hyperdémocratisation de la société ne marche pas sur fond d'autres problèmes qui sont politiques. Ça ne marche pas. Donc nous avons ce problème-là. Nous écrivons toujours en latin, et nous parlons de plus en plus en français, un français qui est de plus en plus moderne, puisque nous sommes en 2018.
Voilà, donc là-dessus, nous sommes à peu près d'accord. Là-dessus, moi, après, normalement, je dois vous faire un historique de la langue française, ce qui n'est pas tout à fait sérieux. J'avais pensé à lister quelques oppositions qui peut-être vous donneront, et nous donneront à tous les deux des idées pour le débat de tout à l'heure. Il est utile de parler du passé du français, ce qu'on appelle l'étymologie. Je commencerai par définir ce que c'est que l'étymologie, parce qu'on va voir à quel point ça a tout le temps bougé. Les gens que l'on appelle des fixistes, les gens notamment de l'Académie française, qui sont normalement mes amis, Xavier Darcos, académicien français, président de DLF dont je fais partie, je ne suis absolument pas d'accord avec eux la plupart du temps, ce sont des puristes qui veulent conserver la langue, ce qui est une chose inhérente à la nature humaine. Nous n'aimons pas le changement et nous voulons conserver. Seulement, ils sont, à l'Académie française, créée par Richelieu en 1636, ils sont un peu réactionnaires et toujours en retard sur l'événement. Donc on a besoin de linguistes du niveau d'Alain Rey, qui est un Clermontois, de Claude Agege, de Mme Jacqueline Picoche, dont je citerai une citation tout à l'heure, des linguistes qui s'occupent et qui aient du pouvoir sur les politiques, sur les dictionnaires, etc., et pas de gens qui soient des réactionnaires sauvant, comme Bernard Pivot ou Pierre Perret l'ont tenté pour le parler des métiers, tenter de sauver quelques mots français, 100, 200 ou 1000, que plus personne ne prononce ni en Belgique ni en France. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut absolument faire un travail de fond qui passe par l'éducation nationale, qui passe par les médias, et ça ne se fait pas pour le moment. J'ai parlé d'évolution, donc comment résumer 2000 ans d'histoire? On n'aura pas le temps, parce que je pense que tu m'arrêteras avant. Oui. Je liste simplement des oppositions, des conflits. Je viens de lister écrit, oral. Ça, c'est terrible. Et un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Desclosets, et qui doit être là en dessous, très très bon journaliste, a parlé de ça dans un livre en 2009. Tout ce à quoi il touche, c'est excellent, François Desclosets. Il est le mauvais élève de sa famille. Il était bon en tout, sauf en orthographe. Il est devenu bon en orthographe. Il se venge maintenant sur l'orthographe en 2009 en nous disant l'orthographe est une passion française. Il a montré qu'on n'y arrivera pas. Enfin, lui, il croit qu'il y a des correcticiels, qu'on peut simplifier, comme moi, la langue française, mais on ne pourra pas tout faire. Il a un petit peu dénoncé ce problème écrit-oral. Il a beaucoup souffert parce qu'il était mauvais en orthographe. Moi, j'avais une autre opposition qui date d'une réflexion philosophique qui vient de mon enfance. Il y a des actes qui sont conscients et il y a des actes qui sont inconscients. Lorsque vous voyez, vous n'avez pas conscience de ce que fait votre œil. Un ophtalmo le sait. Mais vous voyez ou vous ne voyez pas. Vous avez mal aux yeux. Lorsque vous mangez, vous pouvez savoir à peu près ce que vous faites quand vous mangez, mais vous ne pouvez pas digérer consciemment. Discutable. Vous devez être dans de bonnes conditions pour digérer. Lorsque vous respirez, par exemple, ça c'est mon meilleur exemple. Quand vous dormez, vous n'êtes pas conscient. Ça se fait, puisque vous ne mourrez pas d'asphyxie normalement. Vous n'avez pas l'apnée du nouveau-né ou de la personne vieillissante. Donc, et vous respirez quand même. Donc c'est un acte naturel et inconscient. Et pourtant, vous pouvez travailler votre respiration. Et vous pouvez très bien travailler votre respiration en gymnastique, en yoga, en tai chi chuan, en méditation. Donc, il y a des faits qui sont inconscients que l'on peut travailler consciemment. Est-ce que la langue n'en est pas un fait comme ça? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que nous ne sommes pas à la fois inconscients quand on parle? Je dis voilà, quand on parle, je n'ai pas réfléchi à ce que je vous avais dit. Ça vient comme ça, c'est naturel. Passe-moi le sel, ou je t'aime, ou assez. Je ne réfléchis pas pour dire ça. Et en même temps, quelqu'un qui a étudié, ou qui est devenu poète ou déclamateur ou compositeur, ou philosophe, il a réfléchi sur la langue. Et ce qu'on appelle l'hypercorrection, c'est justement d'avoir un français oral et apparemment naturel, qui se rapproche, comme ma main se rapproche du plafond, de la correction de l'écrit. Mais nous avons toujours ce divorce entre l'écrit pas du tout naturel, avec ou sans euphonie, et le réflexe naturel d'un enfant qui dit ouah, ou waouh, ou papa, ou maman, ou pipillon pour papillon, etc. Ça, c'est un problème qui me saute beaucoup. Alors moi, j'aurais un exemple à donner sur ce thème-là, c'est-à-dire que naturellement, nous avons tendance à créer de l'euphonie, ne serait-ce que pour une raison kinesthésique. Eh bien, si vous écoutez les filles de la météo, elles vont vous dire, par exemple, le vent d'est soufflait. C'est une faute pour le grammairien de dire ça, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un E supplémentaire, un E tonique qui est rajouté. Alors la fille de la météo peut le dire, elle peut rajouter le E, dire le vent d'est soufflait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire le vent d'est soufflait, c'est pas possible.
Mais moi, en tant qu'auteur, je ne peux pas écrire ça, hein, c'est certain. C'est parce que Alors, tu adores les E aussi. voilà, donc, et qu'est-ce que doit faire l'auteur? Ben, l'auteur, c'est à lui de trouver une formulation pour éviter ces rencontres. Donc, l'auteur, il va essayer d'écrire « Le vent d'Est aujourd'hui souffle ». Il va mettre une élision, il va résoudre le problème. Voilà. Bon, j'arrête sur juste un petit débat terrible aussi sur la langue. Existence et sens, tu connais Sartre. Bon. Quand vous avez un mot, il existe, il est dit. Il existe d'abord, et puis on va lui donner du sens après. Par exemple, moi en 1985, je ne comprenais pas le mot cohabitation. C'est un professeur d'histoire à Géo, avec qui je faisais du covoiturage, qui m'a dit ben, oui, il s'agirait d'un président de gauche, c'était François Mitterrand, et d'une assemblée de droite. J'ai dit, ah bon, on dit ça, cohabiter, c'était totalement nouveau pour moi. Il a fallu m'expliquer, j'étais pourtant professeur depuis longtemps. Bien, ce mot est devenu archi connu. Il a existé d'abord, et puis on lui a donné du sens après. L'existence précède l'essence. Bon. Est-ce qu'il y a une espèce, il y avait ces discussions dans Platon, c'est-à-dire que, je crois que c'est dans le Timée, je crois, ou dans le Critias, il y a des discussions sur l'origine du langage. C'est très intéressant, parce que du temps de Platon, on croit même que si on dit udo, pour dire l'eau, le U vient de l'oxygène, il y a des hydrogènes contenus dans l'eau. Le cratyle. C'est dans le cratyle, pardon, dans le cratyle. Bon, donc on croit que, par exemple, je ne sais pas, dans le mot anthropos, il y a quelque chose qui est de l'homme, qui a donné le A, le ne, le te, etc. Bon, c'est évidemment du délire. Bon. Donc le problème existence, essence, et puis est-ce que les mots viennent, Barthes dirait que c'est la dernière poussière qui nous reste des choses, d'où viennent les mots? Est-ce que ce sont des choses à part entière? Est-ce qu'ils sont un dernier reste des choses? Papier, plafond, lumière, stylo? Ou est-ce qu'ils n'ont aucun rapport avec ça? Donc le problème de l'indépendance du mot, et on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que la langue est faite pour faire un musée, comme pas mal de choses en France, il y a même des musées maintenant, ou est-ce que c'est simplement utilitaire et un peu inconscient? Voilà, et pardonnez-moi, est-ce qu'il ne faut pas foutre la paix aux gens avec ça, alors qu'ils ont tellement de choses à apprendre par ailleurs? Donc on a ce débat entre nous. Voilà. J'en ai listé d'autres, mais voilà, il y a énormément d'opposition. Est-ce que la langue, par exemple, est un phénomène personnel? Au XVIIe siècle, eh bien, La Fontaine, qui est un excellent auteur, eh bien, il vous met des S au participe, des gens portant bâton, dans Le Chien et le Loup, paf, il met un S. Vous et moi, c'est une faute de français. Il avait le droit. En face de lui, il avait le dauphin qui était encore plus mauvais que lui. Chaque seigneur avait ses habitudes, ses coutumes, parfois pas déclarables, et puis son orthographe. Est-ce qu'on ne revient pas, dans une France qui se replie un peu sur elle-même, est-ce qu'on ne revient pas un peu à chacun fait ce qui lui plaît et je prononce comme je veux? J'en ai bien peur. Moi, je suis un peu 89ard et je voudrais un peu comme toi, au fond, que nous soyons tous d'accord et on ne va pas vers un consensus général sur la langue française, sa prononciation, son orthographe. Voilà. Je le commence ou pas, l'historique? Parce que ça ne va pas être possible. Hein. On ne va pas parler. Oui, ben on peut peut-être si on vous donnait la parole. Oui, on va moi, donner la parole au proposer un public. autre petit jeu, comme il vous en a proposé un tout à l'heure. Ben, si tu veux proposer ton Je petit préférerais jeu. le jeu, et puis si vous avez des questions sur l'histoire de la langue française, dans les Ibères, les Grecs, le latin, etc., je crois que vous avez déjà les réponses. On verra tout à l'heure avec le temps qui nous reste, parce qu'il est déjà Ben, tu 6h30. proposes ton petit Moi, jeu. je puis vous on va propose parler plutôt du le jeu. petit jeu. Je vais vous dire en quoi consiste mon petit jeu. Je vais le jouer tout seul, avec moi-même. Je vais donner la parole à Claude, parce qu'il doit avoir des anecdotes comparables. Voici en quoi il consiste. Je vous propose à chacun, vous êtes une dizaine de personnes, de vous demander à quoi vous avez pensé depuis 3 jours, une semaine, 10 jours, à propos de la langue française, à propos de la faute d'un animateur, ou d'un homme politique, ou de votre fille, ou de votre petit-fils qui met les pieds sur la table. À quoi avez-vous pensé à propos de langue française qui vous est soit choqué, soit réjoui? Est-ce que vous avez pensé à une bonne ou mauvaise prononciation, je ne sais pas de l'anglais, mais je vais avoir un exemple anglais là, qui date de ce matin sur France 2. Moi, dans mes 3 derniers jours, j'ai pensé à ceci. Bon, mes obsessions habituelles, ça date de 10 ans, sur la féminisation forcée de noms de professions abusives, le procureur, la procureure, le professeur, la professeure, ça me choque beaucoup, j'y ai repensé. Mon histoire de haut fermé, de haut ouvert, Joker, je vous ai déjà ennuyé avec ça, une chose et pas une chose. Bon. J'étais à Clermont ce matin, là où il y a les travaux place du 1er mai, et j'ai lu sur une entreprise, donc sur un magasin, prise en charge directe. Direct, pas de E. C'était pourtant la prise en charge qui était directe. Ce matin sur France 2, on parlait bien sûr de la couleur de la robe de Meghan avec son mariage avec Harry, c'est beaucoup plus important que la langue anglaise et la langue française réunies.
Donc le monsieur a prononcé Harry, c'était sur Télématin, et on lui a dit dans son oreillette Harry. Petite faute d'anglais, il s'est repris très bien, mariage oblige. J'ai vu une publicité sur France 2 hier soir, chien d'aveugle, c'était pour qu'on donne de l'argent aux chiens d'aveugles, c'est très important, ça coûte je crois 25 000 € de former un chien d'aveugle. Et alors ils sont très branchés, il y a des chiens d'aveugles, virgule, c'est WOOF, W-O-U-F. Donc vous avez à la fois du verlan, du langage branché ouf, ouf pour fou, et puis comme un chien ça fait wouf wouf, voilà. Donc il est possible que ce mot, comme cohabitation il y a 30 ou 33 ans, devienne très célèbre. J'ai le texto de mon convoitureur ce matin de Vichy à Clermont qui en 2 lignes et demie a fait 6 ou 7 fautes. Je vais vous appeler EZ, etc. Bon, ER. Donc vous m'appelez, appelez-moi, non, appelez-moi ER, etc. Voilà, tout le monde n'est pas déclamateur. 6 ou 7 fautes, pas de ponctuation, absolument rien, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi oui, dans ma dernière semaine, l'absence de liaison dans le mot euro. 6 €, 10 €, alors ça, ils sont malades à DLF, et moi je me fais des ennemis partout avec les caissiers de Monoprix, je ne pourriez pas faire vos liaisons. C'est une langue latine, le français, on dit 6 €, 10 €, pas 10 €, 20 €, c'est horrible, voilà. Et puis j'ai eu, avec un covoitureur qui est pourtant steward et puis pilote d'avion dans une petite compagnie, si j'aurais de l'argent, je ferais ceci ou cela, c'est très rare, mais ça se fait encore un beau jeune homme de 30 ans, voilà. Je te propose exactement le même jeu, dans tes dernières 24 heures ou tes derniers 10 jours. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, que vous posez des questions soit sur la langue française, soit sur autre chose? Voilà. Oui, alors moi, c'est par rapport à la déclamation. Hein, donc, ah mais non, mais tu joues pas le jeu, là. Non, mais parce que moi, je suis... C'est pas assez euphonique ce que je propose. C'est vraiment Dino Escher. Alors, dans la déclamation, ce que je regrette, c'est souvent le refus de l'élision. Surtout au niveau d'une césure. Au niveau d'une césure, même s'il y a une virgule, il faut faire l'élision. Donne-moi un exemple. Comme ça. Ben, une table orange, on ne peut pas dire une table orange. Alors qu'est-ce que tu reproches? Ben, il y a des gens qui vont dire une table orange. Mais il y a des gens qui vont... Ça devrait te rendre heureux, puisque tu veux que le E soit surtout pas trop caduc et nul. Ici, oui, mais ils font un hiatus, et là, ça n'a pas lieu d'être. Et ils mettent donc des arrêts temporels. Alors les respirations, ça c'est encore un aspect qui est variable suivant les personnes, et c'est encore une imprécision de la langue française. C'est-à-dire qu'il y a des virgules où on peut mettre ou non un arrêt temporel, mais il y a aussi des respirations, et dans les personnes par exemple qui ont lu les 2 phrases, elles n'ont pas mis des respirations au même endroit. Alors ça aussi, c'est une imprécision de la langue. Voilà, sinon, deuxième exemple, eh bien moi je regrette un peu pour la déclamation que pour mettre en valeur justement ces caducs, on ne représente pas plus les accents toniques sur les 10 syllabes comme ceci. Là, surtout en poésie épique, insister un petit peu plus sur l'accent tonique, ça donnerait un petit peu plus de cachet à la poésie épique. Voilà. Bon. Et ça permettrait de mieux faire passer les E intrasyntagmatiques. On cherche à simplifier la langue française. On a 4 millions de chômeurs, mais tu voudrais qu'on invente un nouveau signe. On commencerait à mettre des accents toniques qui sont assez faibles en français. Le signe, il existe en alphabet ça serait ça, international. Oui, c'est ça. Je sais pas. Il existe. Est-ce qu'on ne va pas confondre avec l'accent aigu, etc. Si on leur permettait de jouer le petit jeu, vous posez une question, parce qu'on a parlé beaucoup, nous autres, les orateurs et autres. Oui, Dominique n'a jamais rien à dire, mais on te donne 25 minutes, vas-y. Non, sur le petit jeu. Hein. Oui. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pensé durant ces 3 derniers jours? Alors, qu'un rapport avec la langue, hein, bien sûr. Oui, qui t'a révolté, simplement fait penser. Alors, moi qui regarde sans arrêt les politiciens dans leurs débats, j'ai pensé que finalement, puisque la langue a la vocation d'être utilitaire, et entre autres, qu'il y avait une évolution du style des hommes politiques en 40 ans. Moi, je me souviens du temps de De Gaulle, il y avait un langage beaucoup plus littéraire, d'une part, et d'autre, avec des accents, comment le trimètre,
le trimestre Romantique. Alexandre et Et puis maintenant, j'ai remarqué que, du point de vue du style, que c'était des phrases qui étaient devenues beaucoup plus courtes, beaucoup plus brèves, dans un souci d'efficience, puisque ce sont des débats, n'est-ce pas, c'est des sports de combat, la politique est un sport de combat, et que dans un souci donc d'efficience, il fallait des phrases plus courtes, avec un style qui nous est imposé par les médias, qui est un style de mitraillette, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la parole, on doit la gagner un petit peu, n'est-ce pas? C'est un marché, en quelque sorte, où il faut s'imposer. Donc, on ne peut pas faire de longues phrases. D'ailleurs, c'est imposé par les médias en 40 ans. Ah, moi, je n'ai pas besoin de chercher très longtemps. Et de plus, je vais être très bref, mais c'est tous les jours, quasiment à toutes les heures, que, regardant la télévision, j'entends l'adjectif possessif, notre, votre, prononcer notre et vôtre. Alors ça, je ne le supporte pas. Respect, madame. Deuxième chose, on est constamment en train d'entendre votre smartphone, comme si on faisait un téléphone, Absolument. et ça me hérisse. Votre exemple de smartphone est très intéressant parce qu'on a toujours dit, même ça date de 110 ans, l'invention du téléphone. Phone. Or, moi j'entends des Parisiens, des Nordistes dire je suis à phone. Et c'est exactement le même son que le téléphone. Et comme ça vient de sortir quelques snobinards à doigts en l'air, vous dites j'ai un smartphone. On ne comprend pas d'où ça sort, puisque c'est le même principe phonétique et notre même débat avec le E caduc, c'est la même chose, phone. Téléphone, on dit pas téléphone. Mais vous dites un phonographe. On va arriver à l'historique, mais je vous donne rapidement la solution. Le français est une langue latine parlée par des teutons. Lorsque Clovis arrive en 481, il abandonne sa religion et il abandonne sa langue, ce qui est un fait unique au monde. Il était pas bête du point de vue politique. Donc c'est parce que c'est des transites, donc c'est du haut allemand, qui a prononcé Sororem, qu'on a cessé de dire sort, ça, etc. Et qu'on a dit sœur avec ses sons fermés. Et comme par hasard, ça nous vient du francilien, donc de l'île de France, c'est-à-dire l'endroit où les rois ont stagné, etc. C'est une question de pouvoir. On a écrasé les Cathares, on a écrasé les princes du sud, Barcelone, etc. Il y a une victoire du nord sur le sud qui continue. C'est ça l'explication de notre clivage jaune, nôtre, si j'osais, etc. Le côté comédie française, etc. Ou académie. Et nous, pauvres du Sud, nous disons, Jade, ça fait un peu, bien sûr, un peu vulgaire. Moi, je choquais ma femme parce que je disais le soleil, elle est née à Rouen, elle était très française, alors je disais un O bien fermé, elle dit, je prononce soleil, mais moi je fais la différence entre un O fermé, le sol, un O fermé, le soleil, et le sol. Je vous signale l'intrusion dans certains dictionnaires du E parisien. Maintenant, ils vous disent que comment, puisque vous parlez de la télévision, c'est un scandale, comment Bayrou ou Pivot, qui sont respectivement béarnais et bourguignons, peuvent prononcer le R, comment ils peuvent prononcer le bonheur, etc. Tu parlais de Pivot tout à l'heure. Pivot, c'était tout le temps. Ne pensez-vous pas que c'était un peu violent? Il ne disait pas violent, il disait violent. Toujours les teutons qui ont envahi Paris et qui ont écrasé le Sud. Nous avons un gros clivage eau fermée, eau ouverte, mais bien sûr, mais ça date d'un millénaire et demi, ça date de 15 siècles, ce que je vous raconte. C'est très très sérieux. Et les gens n'en ont pas conscience. D'ailleurs, un jour, Bernard Pivot a eu une réaction d'un monsieur, c'était exactement en juin 2001, qui lui a dit « Mais vous aussi, monsieur Pivot, vous avez un très fort accent. » Le monsieur était du Quercy, et Bernard Pivot se moquait un petit peu de lui en disant « Vous avez votre accent, le Tarn, le Quercy, etc. » Je lui ai dit « Mais vous aussi, vous avez un accent de Bernard Pivot, c'est-à-dire un accent parisien, alors qu'il est bourguignon. » On va peut-être terminer notre débat, comme on avait dit, en essayant de voir quelles sont les qualités et les défauts de la langue française. Alors, je vais vous lire le texte de Voltaire et puis un Italien qui était son rival. Oui, voilà, alors c'est un texte qui est relativement connu. Alors donc, voilà ce que dit Voltaire. Les Italiens reprochent aux Français les E muets, comme un son triste et sourd qui expire dans la bouche, mais c'est précisément dans ces E muets que consiste la grande harmonie de notre prose et de nos vers. Les désinences muettes laissent dans l'oreille un son qui subsiste encore après le mot prononcé, comme un clavecin qui résonne dont les doigts ne frappent plus les touches. Alors ça montre ça, c'est Voltaire. Oui, ça montre que dans ce que dit Voltaire, ici c'est le E
asténotonique, c'est-à-dire celui qui se trouve quand je dis il passe, puisqu'il le dit très très bien. Hein. Il ne parle pas de l'autre E qui est le plus fréquent, qui est le E intrasyntagmatique. Là où il y a problème. Il ne s'occupait pas Alors, d'intrasyntagmatique. je ne suis pas sûr que Voltaire ait raison sur les Italiens. Alors, qu'est-ce que lui répond l'italien et donne-moi son nom Alors, parce que je le voilà connais pas. ce que... Oui, Comment il s'appelle cet Italien Deodati de Tovazzi, donc, qui lui reproche donc la fréquence trop importante, selon lui, des E caducs, qu'on appelle aujourd'hui des E caducs. Alors, le problème des E caducs, c'est leur malposition, c'est-à-dire qu'à certains endroits, il doit être concentré, il va y en avoir trop ou capricieux, à d'autres endroits, il n'y en aura pas. Et ça, on le maîtrise comment? Et bien, on le maîtrise dans la poésie, parce que dans la poésie, dans l'alexandrin, vous ne pouvez pas mettre de caduc au niveau de l'hémistiche. Voilà. Donne-nous un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple là-dessus, justement en revenant donc à un maître de la poésie, donc, qui est Boileau, hein, l'art poétique, hein, on ne pouvait pas trouver mieux. Hein. Boileau qui nous dit, bien quelques sujets concrets, tout plaisant, tout sublime. Alors là, il y a la virgule, c'est l'exemple que j'ai cherché. Et même s'il y a la virgule, après traite, il a mis une virgule. Hein. Alors, attends, quelques sujets concrets, tout plaisant, tout sublime. Alors ça, c'est une contradiction qui existe en poésie et dans la langue française, c'est qu'il existe donc en poésie la règle de primauté de l'élision sur la virgule, comme il existe la règle de primauté de la liaison. Ça pose un problème parce que vous pouvez difficilement mettre en même temps un arrêt temporel et faire l'élision, c'est contradictoire. Mais il faut bien comprendre que la virgule n'a pas forcément un rôle temporel, elle a un double rôle, un rôle qui peut être grammatical ou temporel. Visuel. Donc la virgule correspond à une certaine ambiguïté. En principe, en diction, on marque une seconde. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais ça pose un problème. Alors, le problème, il est par exemple, si vous avez une phrase en prose, par exemple, une œuvre sublime, intense, exceptionnelle. Alors, dans une œuvre sublime, intense, exceptionnelle, vous êtes obligé de mettre des virgules entre les... Voilà. Mais comment vous prononcez? Ben, vous avez plusieurs manières de prononcer. Vous pouvez dire une œuvre sublime, intense, et là, vous privilégiez l'arrêt temporel sur l'élision. Vous pouvez dire sublime, intense, et là, vous privilégiez l'élision sur l'arrêt temporel. Et vous pouvez marquer l'arrêt temporel et néanmoins faire l'élision en reportant la consonne sur le mot suivant. Sublime, intense. C'est un peu gênant parce qu'on déforme les mots eux-mêmes. Hein, voilà. Donc ça, c'est un des problèmes qui est inhérent au français. Alors, pour continuer sur les qualités du français, moi je dirais que la grande qualité du français, c'est qu'elle a un bon équilibre entre les voyelles et les consonnes. Hein. Et alors, Voltaire donc, reproche à l'italien d'avoir trop de O, de A, de I, etc. Parce que le problème qui se passe, et c'est là aussi un problème du français, le problème des ambiguïtés, cette fois-ci sémantiques, c'est qu'on a remplacé toutes les désinences qui existaient par exemple en italien, en romain, espagnol, italien, en O, etc. On les a remplacés par un seul son qui est le enfin, par exemple, si vous dites en italien la rosa, vous allez dire les rosées, donc vous avez un pluriel. Il y a toujours une voyelle. Mais en français, ça sera la rose, les roses. Voilà, vous n'aurez pas le pluriel. Alors, bien sûr, on peut penser que si on a un article qui marque le pluriel, c'est suffisant. Mais il n'y a pas toujours l'article. Il n'y a pas toujours l'article. Et vous avez des cas où il n'y a pas... D'où nécessité d'orthographe. Donc voilà, la qualité du français, eh bien, c'est le fait que le E agit comme une variable phonique. C'est-à-dire que dans le discours, le déclamateur ou la personne qui parle va le prononcer ou ne pas le prononcer pour obtenir le résultat le plus phonique possible. Comme je citais tout à l'heure, la fille de la météo, qui va rajouter un E là où il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, l'avantage du français, c'est cette espèce de plasticité qui résulte aussi de... Le Toulousain, le Marseillais vont parler d'un peneux, pour être bien clair. Voilà. Alors que ça n'existe pas, peneux. Donc quel est le rôle de ces E caducs? Eh bien, ce sont des chevilles euphoniques, finalement. Voilà.
C'est Des le rôle flotteurs, qu'ils des ont, flotteurs. mais c'est le même rôle qu'ils ont en italien Et aussi. tu vois bien que ton hiatus dans la vie humaine, ça passe parfaitement, là, depuis Voilà. qu'on se connaît. Alors depuis maintenant, là. On ne dit pas vie humaine. pour Vie conclure humaine. là-dessus, j'aurais voulu rappeler 2 vers de Théophile Gautier, mais que j'ai recherchés en vain. Alors, ils ne sont pas dans les ça, c'est textes dommage. carnés. C'est Alors- dommage parce que Théophile Gautier nous expliquait Alors- que la langue italienne était la langue qui était la mieux appropriée pour Pour le la chant, musique. pour la musique évidemment, parce qu'il y a des changements de hauteur, hein, d'accent. Ce qui est vrai en Europe au d'accent XIXe siècle. de hauteur, et que, au contraire, eh bien, le français, lui, était peut-être la langue la mieux appropriée pour la déclamation. Mais malheureusement, je n'ai pas la citation parce qu'il disait ça en 2 vers absolument magnifiques. Que tu retrouveras Je suis pour la désolé. prochaine fois. C'est ça Voilà. Alors, Théophile Gautier. 19e. Moi, j'ai quelque chose à ajouter sur l'histoire Voltaire, l'italien. C'est fréquent, Et ce on va chamaille, terminer ces bientôt, derbies parce entre que on italiens est- et français, puisqu'on leur pique leur musique, On est leur avis, etc. Je voulais parler donc de racisme, bien sûr, et de nationalisme à ce sujet. Voltaire est raciste anti-italien. Les philosophes allemands et français ont fait semblant de se chamailler, malheureusement, c'est mal terminé en 14. Je voulais parler d'une autre histoire politique et raciste. On en parle beaucoup, c'est l'histoire de l'accent circonflexe, avec Hélène Carrère d'Ancos, qui est le président, qui est on appelle ça, secrétaire perpétuel, une dame que j'admire beaucoup, mais que je contredis en public, et ils m'ont sifflé l'autre jour à DLF, je l'admire beaucoup pour ce qu'elle connaît de la Russie, etc. Seulement, l'histoire de l'accent circonflexe, il faut que vous sachiez quelque chose. Ça faisait des siècles qu'on ne disait plus fenestre ou mesme, mais qu'on disait en France fenêtre ou même. Ce sont des imprimeurs, des linguistes genevois ou hollandais, le pays de la liberté au XVIe et XVIIe siècle. Spinoza et sa famille sont partis de l'Inquisition portugaise pour aller au pays de la liberté en Hollande, qui ont inventé ce petit signe disant « simplifiez votre langue », vous dites « fenêtre », même. Et ils ont inventé ce signe magnifique. L'Académie française, bien sûr, l'a refusé. Pourquoi ? Parce que c'était le pays de la liberté, Genève, c'est presque une république, enfin ils y sont toujours. Une confédération suisse extrêmement libre de tous les autres pays, notamment de la France. Voltaire et Rousseau allaient se réfugier tout le temps en Suisse quand ils avaient des ennuis et des risques de Bastille. Et la Hollande était le pays de la liberté. C'est un petit peu moins vrai maintenant, vous avez des marchés financiers en dehors. Si vous êtes trompé par une banque sur Internet, il y a une chance sur 2 que ce soit une banque hollandaise. Bon. Mais c'était le pays de la liberté, de la tolérance religieuse. Donc c'était un génial. Et pendant 180 ans, l'Académie française a bloqué, a refusé. Parce que nous étions des catholiques et des monarchistes. Racisme et nationalisme absolu, jusqu'à Napoléon III, pratiquement. Donc, on voulait écrire fenestre, ce goût de l'archaïsme qui fait tant souffrir nos enfants ou nos émigrés, que je trouve très très courageux d'apprendre une langue pareille. Mais nos enfants, qui sont bien français, souffrent avec toutes ces complications et une langue qui a plus d'exceptions que de règles. Et qu'est-ce que fait maintenant Madame Carrère d'Ancos de l'Académie française? Je me mets devant la caméra. Ils s'accrochent comme des hystériques. Ils veulent garder leur accent circonflexe, qui ne sert plus à rien dans même, dans intérêt. Qui est l'agrégé de lettres qui sait que même vient de meme ipsum? Tout le monde s'en fiche. Il faudrait écrire problème avec un accent grave, même avec un accent grave, déchetterie avec un seul T et un accent grave, et créer une certaine standardisation, parce qu'on en a besoin pour nos enfants. 5 millions de chômeurs, et donc vous accrochez au cuisseau AUX ou au cuisseau OTS de la dictée du temps de Napoléon III. C'est ridicule. Il faut rénover la langue française, il faut écrire le lierre ou une pierre, comme on écrit le père et la mère, vous n'êtes pas choqués, on ne viole pas la langue française, et accent grave RE, je vous passe ça au 1er janvier 2019, au 15 janvier vous aurez oublié, et accent grave RE. La langue s'est beaucoup appauvrie ces dernières décennies. À cause de sa difficulté, de sa complexité, et à cause aussi de l'enseignement français. Mais nous avons une langue très complexe. Ce que disait Dominique est très vrai. Moi, j'ai un enregistrement datant de janvier 67 d'intellectuels qui parlait, je disais, mon fils est agrégé, mais il ne parle pas comme ça. Ça datait, on était en 2008, ça ne datait que de 41 ans. Vous venez d'entendre, France Inter, une discussion entre je ne sais plus quel physicien, ça datait de janvier 67. Tu as parfaitement raison, vous avez raison, madame. Un appauvrissement du discours public général, ce qu'on appelle l'hypercorrection. On a... La langue orale et écrite. Oui, il y a une baisse vers le bas, une standardisation vers le bas. C'est pour ça qu'il faut simplifier, mais être sectaire sur mon covoitureur qui écrit n'importe quoi sur le livre. Je vous plaiderai toujours pour l'accent circonflexe. Ah, Peut-être parce que je suis ouais. je suis absolument d'accord avec vous, c'est pour la raison suivante. Ça, c'est reparti pour 400 ans. Allez-y, madame. Il faut absolument, on est toujours en train d'essayer de faciliter les choses. Autrefois,
Place Agnès, fenêtres, attendez, laissez-moi terminer, défenestration, le goût, les papilles gustatives, etc. Et je comprenais, et j'étais fière, effectivement, maintenant encore, quand je vois un mot qui m'est inconnu, je rapproche effectivement du latin. Cet accent circonflexe, il représente l'hostellerie, l'hôtel, etc. Mais justement, nous avons l'hôpital, hospitalisé. Non, non. Une chatte ne retrouverait pas ses petits. On fait qu'on est Défenestré, fenêtre. on veut absolument enseigner, rabaisser. Il faut que tout le monde soit capable effectivement, d'oublier tout ce qui était effectivement enseignement de la grammaire traditionnelle, avec ses racines, avec ses sources, avec son étymologie. Et maintenant, on n'enseigne plus le latin, il n'y aura plus de vous et moi qui seront. Par la base, il faut que tout le monde soit au même niveau, écrit fenêtre avec l'interaction, etc., sans savoir qu'autrefois il y avait... On va peut-être arrêter ce débat ici, c'est l'heure. Dans le traité de l'entendement, Spinoza parle de toiletter l'entendement, DNN animi. Toiletter une vitre, la vitre de cette vitrine, ça n'est pas casser la vitre comme des casseurs. On peut faire évoluer la langue de temps en temps. On va peut-être terminer ce débat ici. Mais continuer comme ça, dans le masochisme, on a 5 millions de chômeurs, il y a des Coréens, des Chinois qui apprennent notre langue. Et vous trouvez que ça ne souffre pas? Continuez comme ça. Le polonais, je peux vous dire que c'est une autre paire de manches. Et le hongrois, c'est pas mal noté. Donc il faut continuer à souffrir. Ne standardisons pas le français, ne demandez à Je suis vous désolée, pas. mais je n'avais pas la sensation par le latin. Et donc c'est pour ça, absolument. Et moi, On termine ici ce débat, parce que... Vous n'êtes pas si minoritaire que ça, je connais beaucoup de gens comme vous. Alors merci d'avoir participé et d'être venu. Saussure a dit qu'il y avait un principe d'économie